Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré aux dernières actualités dans la CEDEAO. Nous en parlons avec Amadou Ouri Ba. Vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. Bonsoir Monsieur Ba et bienvenue. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, j'espère que vous allez bien également. Très bien. Ok, d'accord. Alors avec vous aujourd'hui, nous parlons des dernières actualités dans l'espace CEDEAO. Vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. Nous allons avoir votre lecture de ces actualités en ce qui concerne peut-être d'abord vous, votre union, comment vous fonctionnez dans cette union. Nous allons parler aussi de la Guinée, des États du Sahel, puis du Sénégal. Ces actualités de la CEDEAO. Alors, je vais commencer par l'Union. Vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. Alors, monsieur Amadou Riba, qu'est-ce que l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo? Que faites-vous? Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un peu de l'Union des ressortissants et de l'actualité de la sous-région. L'Union des ressortissants de la CEDEAO est née en 2002 à la Bourse du Travail avec l'ex-ministre des Affaires étrangères du Togo, Kofigo. Et il a fait son sommet. On est toujours actif dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens et des capitaux pour sensibiliser les citoyens et les gouvernants de respecter les protocoles additionnels de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Okay. Et la reddition, voire même parvenir à ne pas avoir de tracasseries sur la route dans l'espace CEDEAO et sensibiliser les citoyens aussi des droits et devoirs d'un citoyen de la communauté vis-à-vis du pays d'accueil et son devoir et son rôle dans l'espace CEDEAO. C'est dans ce sens, depuis 2017, on a renouvelé notre bureau et on a pris un engagement d'accompagner les citoyens qui pratiquent l'élevage dans l'espace, qui sont souvent confrontés à des difficultés énormes dans notre sous-région, qui concernent la transhumance, le mouvement de bétail, et surtout au Togo et dans l'espace. Et on a aussi fait plusieurs séminaires de formation et de sensibilisation sur le filière lait local, qui consiste à sensibiliser les éleveurs à se concentrer sur la production laitière et réduire les troupeaux pour réduire en même temps les risques de crise entre éleveurs et agriculteurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant l'espace se réduit avec la surpopulation et les troupeaux qui s'agrandissent tous les jours créent un énorme défi entre éleveurs et agriculteurs dans l'espace CEDEAO. On a beaucoup fait de sensibilisation dans ce sens et on continue dans ce sens-là pour former et éveiller les consciences des citoyens des comportements adoptés en temps de paix et au cas aussi en temps de crise vis-à-vis des pays hôtes et aussi être l'interlocuteur des gouvernants envers cette communauté, différentes communautés qui sont là souvent, qui ne savent pas, comprennent pas les textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens, la liberté d'établissement dans les activités comme les métiers libéraux, comme les architectes, les pharmaciens, tout ça, là, vous avez ce résumé maintenant par la CEDEAO et l'UEMOA. On fait beaucoup de séminaires pour sensibiliser les citoyens dans ce sens-là. Ok. Voilà. Alors, avec surtout la question de transhumance, comment vous vous y prenez? Parce que généralement, avec les éleveurs qui quittent un pays pour un autre, il faut qu'ils maîtrisent le milieu, il faut qu'ils sachent les sites sur lesquels ils doivent se rendre, les sites sur lesquels ils ne doivent pas se rendre. Comment vous vous y prenez? Bon, vous savez, depuis 2019, pratiquement le Togo a interdit la transhumance avec la crise sécuritaire au Sahel. Et la transhumance n'est plus autorisée au Togo. Mais avant cette date, chaque année, on faisait des réunions par région avec les autorités et les acteurs de la société civile concernée pour
informer les éleveurs qui viennent des pays sahéliens, de les sensibiliser sur les vaccinations des troupeaux avant qu'ils quittent. Okay. Et quand ils ont au niveau des frontières les couloirs délimités par le ministère de l'Agriculture, on les sensibilise dans ce sens pour qu'ils, quand ils viennent, ils ne rentrent pas dans les zones interdites par les préfets et les maires et les chefs cantons d'alors, parce que les maires c'est récemment. Oui. Et ce qui fait qu'on a eu beaucoup des ateliers dans toutes les 5 régions du Togo pour sensibiliser. Mais maintenant, comme il n'y a pas la transhumance, la sensibilisation continue sur les éleveurs qui font le mouvement interrégion qui quitte Saint-Cancé, qui vient à Lomé ou à Mango ou à Kara ou à Tapamé, à Nié, voire à Lomé. D'autres aussi, les commerçants de bétail qui viennent dans les parcs pour faire la transit pour aller au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Chaque fois, aujourd'hui, on vient d'une réunion de sensibilisation. Comment faire pour faire transiter les troupeaux en voiture ou bien dans les différentes frontières sans avoir beaucoup de difficultés avec les autorités concernées. Vous voyez, souvent, c'est des gens qui ne maîtrisent pas la langue de travail, le français ou l'anglais. C'est les acteurs de la société civile plus proches de la communauté qui sont les intermédiaires, qui sont les facilitateurs pour apporter un soutien à ces différents acteurs économiques qui sont négligés mais qui jouent un rôle très important dans l'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Alors, là, nous venons de parler de votre union. Nous allons maintenant aborder des questions d'actualité dans la sous-région ouest-africaine, dans la CEDEAO. Nous allons commencer par la Guinée. Et tout récemment, après le limogeage du Premier ministre et la dissolution du gouvernement, le général Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui porte justement le même nom que vous, Amadou Riba. Il a été nommé, déjà, vous, en tant que ressortissant des pays de la CEDEAO au Togo, quelles sont vos relations avec la Guinée précisément et quels sont les liens entre le nouveau gouvernement ou bien le nouveau Premier ministre et les ressortissants guinéens qui sont sur le sol togolais? Bon, le nouveau Premier ministre, on a des liens comme en Afrique, des liens familiales indirects. On se connaît, comme ils ont visité plusieurs fois au Togo dans le cadre des activités de leur activité politique dans les années 2010-2015. On a de bonnes relations avec lui et le gouvernement de la transition actuelle. C'est depuis l'avènement du gouvernement de la transition, le 5 septembre 2021. Ils ont les différents premiers ministres qui sont venus, Mohamed Biavogui et puis Bernard Gomou. Chacun a fait un peu son mieux. Mais j'avoue que depuis le nouveau Premier ministre qui est là est venu, on sent un peu une nouvelle approche de la politique guinéenne parce que lui, avant qu'il vienne aux affaires, il a toujours dit aux militaires qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de la Guinée sans les acteurs politiques de premier plan. Parce que vous savez, quand on parle de la transition, il faut associer les acteurs politiques qui peuvent faciliter le déroulement de la transition, des différentes étapes de la transition. Et sans associer les acteurs politiques, ils ont aussi une capacité de nuisance à la bon fonctionnement de la transition. C'est pourquoi je crois que le nouveau Premier ministre veut amener une nouvelle approche pour persuader les militaires et les partis politiques réfractaires de dialogue à venir dialoguer avec le gouvernement actuel, ensemble trouver des points de consensus pour aller à l'essentiel. À l'essentiel dans une transition, ce n'est pas le développement. C'est comment organiser des différentes élections référendaires, municipales, législatives, présidentielles. Si un gouvernement de transition réussit à faire ça, il a déjà réussi sa mission. Je crois que c'est cette approche que le nouveau Premier ministre doit avoir. Et avec l'observation que je suis en train de faire de loin, j'ai un bon espoir pour que cette fois-ci, on puisse arriver à une bonne transition
qui sera le dernier pour ce beau pays. Alors, pour que cette transition soit la dernière, peut-être il faut organiser des élections pour passer le pouvoir aux civils. Et le nouveau Premier ministre, dans l'une de ses premières sorties officielles, a fait savoir qu'il n'est plus quand même vraiment dans le calendrier d'espérer que les élections de fin de transition soient organisées à la fin de cette année 2024, comme c'était convenu avec la CEDEAO, et qu'il faut espérer qu'on aille jusqu'en 2025. Alors, qu'est-ce qui justifie selon vous une telle déclaration déjà que nous sommes en début d'année, que jusqu'à la fin d'année on ne soit pas capable d'organiser les élections? Quel regard portez-vous justement sur cette déclaration du nouveau Premier ministre guinéen? Bon, je crois que moi je ne suis pas au Malette en Guinée, mais je crois que quand il est venu, il a fait quelques observations, il a étudié les dossiers. Vous savez, M. Ba, c'est un grand technocrate, un vieux routier de la politique guinéenne. Il est acteur dans la scène politique guinéenne depuis en 1992. Ceux qui ont contribué efficacement à l'avènement de la démocratie en Guinée dans les années 90. Et il a beaucoup d'expérience dans le marigot politique guinéen. Je crois que tout le monde veut que cette fois-ci, la transition qui se déroule en Guinée soit la dernière. Mais pour que la transition ne soit pas répétitive, il faut qu'elle soit bien faite, qu'elle ne soit pas bâclée. Bon, les gouvernements précédents, même s'ils se sont investis dans le calendrier électoral, mais leur action pour réaliser les objectifs de la transition était très minime. Voire nous, en tant qu'observateurs, on ne les voyait pas parler de la transition ou du calendrier de la transition. Bon, le Premier ministre, quand il est venu, il a fait un constat pour voir, depuis que la transition a commencé en 2021, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire. Je crois que c'est de ce constat qu'il a tiré les conclusions que pour qu'on respecte les étapes de la transition, le calendrier va nous amener, on va glisser vers les 2025. Dans ce sens-là, il a décliné certains programmes qu'il pense que c'est des programmes prioritaires, comme le recensement général de la population, que tous les citoyens aient une carte biométrique. Et à partir de ce recensement général, on tire là-bas les électeurs qui vont participer à des différentes élections, référendaires d'abord, municipales, législatives et présidentielles. Je crois que si tout le monde s'y met, mais il y a des difficultés qui sont intervenues entre-temps avec l'explosion de la raffinerie de Conakry, qui a perturbé totalement la scène économique de la Guinée, qui fait que tous les programmes sont perturbés. Vous voyez, quand on est en transition, souvent, les bailleurs de fonds ne se bousculent pas pour vous donner de l'argent pour investir à long terme. Bon, ce qu'il a fait une diagnostic pour dire si tous les bailleurs, tout le monde s'y met, les 5 ambassadeurs impliqués dans le processus de la transition, l'Union européenne et la CEDEAO, si tout le monde, chacun joue sa partition, on met les moyens à des différentes étapes de l'exercice et des activités électorales à venir, on pourrait arriver au premier trimestre de 2025 à la fin de la transition. Mais si on se met à parler, mais on ne pose pas les actes concrets pour organiser des différentes séances électorales, je crois qu'on serait très loin du bout du tunnel. Alors, un autre aspect sur la Guinée, avant de quitter ce pays, c'est ce spectacle qu'on a vu il y a de cela quelques mois, ce spectacle d'évasion, de prison, de Pivi et compagnie. Quelques-uns ont été retrouvés avec Moussa Dadis Camara qui est retourné dans le procès. Mais Pivi est toujours recherché, il est dans la nature. Vous, en tant que ressortissant guinéen vivant au Togo, comment avez-vous reçu ces nouvelles? Quel regard portez-vous sur la situation sécuritaire du pays? Bon, vous voyez la situation sécuritaire du pays. La Guinée vient de très loin. Vous voyez, la Guinée a connu plusieurs régimes autoritaires. Mais avec l'événement de la transition qui a commencé le procès de 28 septembre, ça a touché vraiment beaucoup de piliers de l'ancien régime de Dadis Camara et de
de Konaté, bon, qui fait que l'enjeu est très grand pour ce procès du 28 septembre. Mais les militaires ont eu le courage d'engager le procès, mais il y a eu beaucoup de mécontentement parce que beaucoup pensent que les vrais acteurs de cet événement du 28 septembre ne sont pas convoqués à la barre. Il s'agit de général Konaté et certains officiers de haut rang qui continuent d'exercer toujours aujourd'hui dans cette transition. Et ce qui fait une partie de l'armée se sentent que c'est une injustice à deux vitesses, se sont organisés pour faire cette évasion-là. Mais vous voyez, bon, les républicains convaincus comme Dadis Camara en tant qu'ancien président et Tcheboro qui a été aussi un haut responsable de la gendarmerie et des enquêtes anti-drogue, ils ont vu que c'est très maladroit pour eux d'aller en cavale après d'avoir occupé tous ces postes de responsabilité dans le pays. C'était pas aisé pour eux. Ils ont essayé de se rendre à l'État et à la justice. Et la justice continue. On croit qu'après ce procès-là, ça va donner des leçons à tout le monde pour savoir qu'en Guinée maintenant et en Afrique en général, tout le monde est justiciable comme les autres. Chacun doit réfléchir à deux fois avant de causer la mort et la désolation envers les citoyens lambda. Alors, nous allons quitter la Guinée pour parler des autres pays de la CEDEAO. On va faire un clin d'œil aux pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et ces pays ont annoncé fin janvier leur départ de la communauté ouest-africaine à cause de la situation qu'on connaît qui était devenue très délétère entre les pays de l'AES, le Mali, Burkina, le Niger et les autres pays de la CEDEAO. Avec les sanctions, ils ont décidé de claquer la porte. Comment avez-vous reçu cette information et comment vivent les ressortissants de ces pays aujourd'hui au Togo? Bon, je vous avoue que la décision qu'a pris le chef d'État de l'AES de quitter la CEDEAO est très mal comprise par les citoyens de la communauté. Parce que vous voyez, tous les jours, on sent tous les mauvais noms d'oiseaux à la CEDEAO. Mais j'avoue que si tout le monde connaissait les avantages qu'offre aux citoyens de la communauté l'espace CEDEAO, tout le monde allait réfléchir de deux fois avant de prendre certaines décisions. Bien sûr, les institutions, les chefs d'État de la CEDEAO ont pris des mesures qui est hors la loi, hors de texte de la CEDEAO. Ils ont violé certains textes ou bien passé outre des textes de la CEDEAO en allant jusqu'à zélant les avoirs de la Banque centrale du Niger, qui empêche l'État même d'acheter les produits pharmaceutiques, les denrées les premières nécessités pour le pays frère qui est le Niger. Ça a poussé aussi ces pays-là à se radicaliser, à aller à l'extrême. Mais je crois que j'invite les pays et les citoyens de ces pays membres-là de revenir à la raison. Vous voyez, la CEDEAO, c'est une carte géographique, c'est des citoyens qui vivent ensemble depuis des siècles, qui se sont intégrés, qui se sont brassés. Si par exemple aujourd'hui ils claquent la porte de la CEDEAO, ils ne vont pas déménager du jour au lendemain, ils sont toujours là-bas. Là, les décisions là vont pénaliser carrément les citoyens de l'espace sur la libre circulation des personnes et des biens, la liberté d'établissement, le tarif extérieur commun de la douane qui fait que quand tu fais envoyer les marchandises au port de Lomé, tu es obligé de dédouaner que dans ton pays. Tous ces avantages-là, ce n'est pas négligeable pour un pays de l'Interland. Je crois que tout le monde doit s'activer à convaincre les chefs d'État de l'AES à revenir sur de bons sentiments. Et je vois qu'aussi au niveau de l'institution de la CEDEAO et les chefs d'État, les choses ont évolué. Il y a eu les sanctions qui ont été levées pour le Niger. Les ailes ont été levées. Bon, et la libre circulation des marchandises comme les denrées de première nécessité et des médicaments sont déjà autorisés. Et je crois que tout le monde doit aller dans un sens d'apaisement pour construire la CEDEAO de peuple qu'on parle depuis les pères fondateurs. Parce que la CEDEAO, c'est Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le protocole additionnel qui a été fait au Sénégal pour mener plus de politique à la CEDEAO, je crois que c'est ce qui nous a amené à cet état de fait.
Sinon, les pères fondateurs, ils avaient pensé à l'économie. Parce que vous voyez, c'est pendant les années 70, il y avait deux blocs qui s'affrontaient d'alors. Ils ont jugé nécessaire de privilégier l'économie parce que tous les pays, il y avait d'autres qui étaient dans les blocs de l'Est. Il y avait d'autres qui étaient avec les Occidentaux. Bon, mais ça n'a pas empêché les chefs d'État de travailler ensemble pour créer un espace communautaire pour les citoyens, pour qu'ils puissent vivre librement, commercer librement et aller et venir librement. Ça, je crois qu'on doit revenir aux fondamentaux de la CEDEAO pour qu'on puisse continuer à travailler, à coopérer ensemble et de ne pas privilégier la politique politicien pour nous priver de l'essentiel qui est l'intégration, l'économie, l'épanouissement des citoyens dans tout l'espace qui couvre de Lagos jusqu'à Dakar, passant par Banjul et Freetown, Praia, Monrovia, tous ces beaux ensembles-là. Et tu peux avoir ta carte d'identité du Nigeria jusqu'au Sénégal, ce n'est pas acquis dans les autres régions de l'Afrique. C'est des acquis que le CEDEAO a fait. On doit les garder et on doit travailler à les consolider, à aller même davantage, avoir même plus d'intégration économique et commerciale. Maintenant, les positions politiques de chaque État doivent être regardées avec beaucoup de discernement pour voir comment on peut arriver à des solutions. Les diplomates sont là pour ça. Je crois que le vote en guerre ne sert à personne. On doit privilégier vraiment le dialogue pour arriver à sauvegarder les intérêts des citoyens de la communauté. Alors, nous allons faire un dernier escale, ce sera le Sénégal. Le pays retient l'attention depuis un bon moment avec l'organisation de l'élection présidentielle qui doit mettre fin à 12 ans de pouvoir du président Macky Sall. Ce sera dans 3 jours finalement que les Sénégalais iront aux urnes. La date initialement prévue, c'était le 25 février, mais à quelques heures du démarrage de la campagne électorale, le président, dans un discours, revenait sur la convocation du corps électoral pour le 25 février, ce qui a plongé le pays dans une nouvelle crise. Elle a duré un mois avant qu'on ne trouve finalement la date des nouvelles élections. C'est donc finalement le 24 février. Comment les ressortissants sénégalais qui sont avec vous ici au Togo ont vécu ces moments de crise au Sénégal? Oui, vous savez, c'est un moment de crise ou bien certains parlent un moment de dialogue des institutions. Vous voyez, le Sénégal nous a toujours offert quelque chose de particulier. C'est que chaque fois qu'il y a des problèmes, on va dire que le Sénégal, ceci, cela, mais ils vont toujours trouver des ressorts nécessaires pour trouver un consensus. Le président a fait un décret pour annuler le décret convoquant le corps électoral et proposant une loi d'admission, une nouvelle date pour les élections. Et l'opposition a attaqué le décret du président et le projet de loi voté à l'Assemblée nationale pour prolonger les élections jusqu'en décembre 2024. Et la Cour constitutionnelle a annulé le décret et le projet de loi. Et en même temps, ils sont partis à Diamniadio pour faire un nouvel dialogue, pour fixer une date qui était le 2 mai 2024. Et ils ont soumis le projet de loi à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a purement et simplement rejeté le projet de loi. Et le président de la République et l'Assemblée nationale se sont conformés à la décision de la Cour constitutionnelle. Je crois que le Sénégal nous a montré un bel exemple de dialogue des institutions sans que chacun perd la face, chacun a joué son prérogative, a utilisé le droit qu'il offre la Constitution. Et quand la Cour constitutionnelle qui a le dernier mot a dit le droit, tout le monde s'est plié. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. On doit toujours prendre exemple dans ce sens-là. Quand il y a les crises, au lieu de s'affronter dans les rues, vous voyez, l'opposition avait appelé à manifester. Il y a eu des morts. Mais s'ils avaient utilisé le recours que le droit les donnait d'aller annuler le projet de loi à la Cour constitutionnelle sans appeler les gens à manifester, on allait préserver les vies de ces 2 jeunes Sénégalais qui ont tombé. Mais ça montre une fois encore que les institutions sénégalaises nous ont montré qu'ils sont solides. Chacun est jaloux de son côté de ses prérogatives. Et je crois que les Sénégalais vont élire un président le 24 mars prochain.
qui va souffrir d'aucune contestation parce que la Cour constitutionnelle a montré qu'il est suffisamment indépendant pour soutenir tel ou tel candidat. Alors, les Sénégalais se rendent aux urnes ce 24 mars. La campagne prend fin, disons, dans quelques heures. Comment avez-vous analysé cette campagne-là qui est quand même particulière parce qu'elle n'a pas fait le nombre de jours normal et c'est dans un contexte de consensus qu'on a finalement pu décider du nombre de jours de la campagne pour pouvoir rester dans les délais avant le départ de Macky Sall? Oui, tout ça, vous voyez au Sénégal, la démocratie, ça vit au jour le jour. Vous voyez, la démocratie, c'est pas seulement aller élire un député ou un président de la République. C'est une pratique de tous les jours. Vous voyez ce qu'on est en train de faire ici, on est en train d'apporter un édifice à la démocratie togolaise et africaine. C'est-à-dire la liberté d'expression des citoyens de la société civile, les partis politiques. Tout ça contribue vraiment à l'édifice démocratique. Je crois que la campagne a bien déroulé et l'attitude du président de la République du Sénégal qui a consisté à faire un amnistie pour libérer les détenus politiques a contribué aussi à l'apaisement. Bassirou Diomaye et Sonko ont fait librement leur campagne. Et cette fois-ci, je crois, l'opposition sénégalaise s'est mise un peu en rang dispersé. Contrairement en 2022, quand ils avaient fait des grandes coalitions pour aller aux municipales et aux élections législatives, je crois qu'ils n'ont pas réussi ils ont défait cette coalition qu'ils avaient fait pour vraiment faire face à la coalition de la majorité présidentielle. Je crois que c'est une erreur en tant qu'analyste que l'opposition a fait. Ils devraient conserver cette machine qui leur avait permis de gagner beaucoup de mairies, beaucoup de députés. Et s'ils avaient conservé cette machine, je crois, à mon humble avis, qu'il allait avoir plus de moyens de faire face aux partis au pouvoir. Et quand ils ont plus de 19 candidats à compétir dans ces élections-là. Amadou Ouriba, vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. Avant de vous laisser partir, que faut-il retenir de l'actualité, des différentes actualités qui secouent la sous-région ouest-africaine dont vous êtes l'Union des ressortissants vivant ici sur le sol togolais? Oui, bon, c'est qu'on a eu beaucoup de turbulences depuis l'année 2019-2020 avec le Covid et avec les problèmes, les crises au Sahel qui étaient là même avant le Covid, qui n'a pas été vraiment pris à la hauteur des pays de la CEDEAO. Ça nous a secoué, mais je crois que malgré toutes ces turbulences-là, on va toujours réussir à trouver des voies et moyens pour s'en sortir et se développer. La fois passée, lors d'une conférence, il y a un expert de la Banque mondiale qui a pris l'exemple de l'Asie du Sud-Est, qui avait souffert avec beaucoup de guerres pour avoir leur indépendance. Mais aujourd'hui, ce sont des dragons. Souvent, pendant les crises aussi, après les crises, les solutions naissent pour vraiment booster les populations ou les pays vers l'avant. C'est tout le mal qu'on va espérer pour les pays du Sahel et de l'espace CEDEAO. Et malgré les crises, je crois qu'on va trouver une socle solide pour sortir par le haut de ces différentes crises dans l'espace CEDEAO et au Sahel. Merci beaucoup à vous, Amadou Ouriba, président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.